après-midi, nous avons invité 6 intervenants. Pour différentes raisons, je tiendrai à excuser 2 intervenants qui ne pourront pas être là cet après-midi. Donc Gilles Melin de la Fédération des Jardins Familiaux qui a eu un empêchement, et également Rémi Janin qui est paysagiste et qui a beaucoup travaillé sur ces questions d'agriculture urbaine, d'agriculture et de lien entre agriculture et paysage, qui ne peut pas être là également. Donc l'animation du coup va être, je vous propose une forme d'animation un petit peu plus participative pour pouvoir justement profiter de ce temps complémentaire pour développer des échanges. Donc on aura les 4 temps d'intervention que je laisserai chaque intervenant se présenter, mais qui vont avoir lieu durant les 2 premières heures de notre atelier. Et ensuite on aura un temps de 3/4 d'heure, une demi-heure, pour développer un petit peu plus les questions justement de projets de territoire en lien avec ces agricultures urbaines et de projets de paysage. Donc une petite table ronde avec 2 des intervenants que sont Serge Bonnefoy et Jean-Noël Consales qui pourront dialoguer avec vous. On se doit aussi, suite à cet atelier, avec mon co-animateur Christophe Solarc qui va se présenter, de faire une restitution en plein air. Donc ce temps aussi commun que nous aurons à la fin de l'atelier permettront de partager les pistes, les messages clés que notre atelier aura fait ressortir. Donc Christophe, je te laisse là. Bonjour à tous, donc je suis Christophe Soulard, je suis géographe à l'INRA de Montpellier. À Montpellier, je suis dans une unité qui travaille sur les innovations dans l'agriculture et l'agroalimentaire, et je suis responsable d'une équipe de recherche qui s'appelle Agricité et qui travaille sur les relations ville-agriculture à partir d'une approche territoriale allant de l'agriculture intra-urbaine jusqu'aux relations ville-campagne. Et donc les innovations qui nous intéressent, c'est justement comment dans les territoires des projets s'initient, se montent, s'organisent, avec à la fois des approches, des initiatives, des acteurs, des agriculteurs, des associations, des autres acteurs. Et puis la question aussi, on s'intéresse pas mal à la manière dont les collectivités intègrent dans leur politique publique les questions d'agriculture urbaine et d'alimentation des villes. Et on a une orientation plutôt ville méditerranéenne, donc en France, mais aussi sur le pourtour méditerranéen, Europe du Sud, Maghreb et Est de la Méditerranée. Voilà, donc mon rôle sera de faire le rapport de cet atelier, le compte-rendu de cet atelier. Et à cette occasion, dans les débats, je pourrais aussi évoquer une expérience de recherche-action que j'ai animée et qui a consisté à mettre en place une politique publique, une politique agroécologique et alimentaire à l'échelle métropolitaine sur donc Montpellier. Voilà. Donc comme premier intervenant, je vais inviter l'adjoint au maire de la commune de Montsartou, Gilles Pérol, que nous avions rencontré lors d'un concours que Plantecité co-organisé avec Nature Parif, concours Capitale de la biodiversité 2014, qui avait traité de ces questions d'agriculture urbaine et de biodiversité. Et le lauréat des petites villes, parce que il y a plusieurs lauréats dans ce concours en fonction de la taille des collectivités, était Montsartou, qui a un projet original et développé depuis plusieurs années autour de la question de la restauration scolaire et de la relocalisation de l'agriculture. Donc je vous invite, Gilles Pérol, à venir nous présenter cette expérience et puis vous présenter aussi. Merci, bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous faire, dans un premier temps, une présentation de notre projet et vous expliquer comment, à partir d'un projet de restauration collective, on a pu développer un projet de développement de l'agriculture sur notre territoire. Et tant que j'y pense, je ne pourrai pas rester toute l'après-midi, donc je m'en excuse à l'avance parce qu'on a un rendez-vous au ministère de l'Agriculture après. Donc, pour vous présenter Montsartou, donc c'est une ville de 10 000 habitants, 10 450 exactement, dans les Alpes-Maritimes, sur la Côte d'Azur. J'insiste sur la Côte d'Azur, non pas pour faire bling-bling, mais
les problématiques foncières et d'agriculture sur une zone très touristique, avec une bande côtière très urbanisée, voilà, on a de véritables enjeux. Et on est au sein d'un triangle d'habitation, hein, Cannes-Grasse en Antibes, très urbanisé. Voilà, après, les détails, je vous laisse les découvrir sur chaque diapo. Alors, vous expliquez aussi comment on a cheminé. Parce que c'est effectivement pourquoi on démarre ce type de politique, c'est à la fois des prises de conscience, des rencontres, des événements nationaux, internationaux qui peuvent faire réfléchir. Et notamment, le premier, c'était la crise de la vache folle en 98. Tout le monde s'en souvient. Qu'est-ce qui s'est passé dans la restauration collective à l'époque? On a arrêté de servir du bœuf pendant 1 mois, 2, peut-être certains. Et puis on a resservi du bœuf. Et tout était réglé. Nous, à cette date-là, on a passé le bœuf en bio tout de suite. Ça nous a semblé être la meilleure des solutions pour être sûr de servir une viande de qualité qui ne pourrait pas attaquer la santé des enfants. Le deuxième déclencheur important, c'est le travail du maire, je dirais, emblématique de Montsartou, puisqu'il a fait 40 ans de mandat. Et il a démissionné au mois de mai dernier pour raison de santé. Donc, mais voilà, il a marqué la ville, et notamment à travers ses projets. Et comment il a eu cette prise de conscience? Il a été député 5 ans, il a fait une mission à l'Assemblée nationale qui a abouti à la création de l'AFSET. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'AFSET, qui en fait n'existe plus, qui a été intégrée à l'ANSES, que vous connaissez peut-être mieux. L'AFSET était l'Agence française de santé, environnement et du travail. Donc, il a travaillé sur toutes ces problématiques de santé-environnement. Donc, que ce soit l'amiante, que ce soit le nucléaire, mais que ce soit aussi les pesticides et tout ce qui concerne l'agriculture. Donc, il y a eu une vraie prise de conscience. Et Andreas Keri est un homme assez pragmatique. Et quand il sent qu'il y a un danger pour la population, il met en œuvre des actions qui permettent d'éviter que le danger au maximum arrive. Hein. Et c'est pour ça du coup, on s'est senti obligé d'être en cohérence avec les découvertes scientifiques. Et donc, donc il était député de 97 à 2002, hein, pour vous situer la prise de conscience santé-environnement. Et comme quoi la culture et l'agriculture et la santé se retrouvent, on a un grand festival du livre à Montsartou qui regroupe chaque premier week-end d'octobre 50 000 personnes. Hein, donc vous voyez que c'est sur une ville de 10 000 habitants, ça fait une manifestation importante, et qui n'est pas qu'un festival du livre, qui est un festival citoyen, où il y a beaucoup de débats. Et donc tous ces enjeux de réflexion sur la santé, l'environnement, l'écologie, l'agriculture, ont été nourris par un certain nombre de personnes. Par exemple, le mouvement Colibri de Pierre Rabhi, qui est très connu, hein, a été fondé dans le cadre du Festival du livre de Montsartou. Et voilà, et on aime bien dire d'ailleurs qu'à Montsartou, on fait ce qu'attend Pierre Rabhi, c'est-à-dire qu'on fait notre part du boulot à notre échelle, on essaye de le diffuser, et que si tout le monde faisait un petit peu comme nous, on avancerait. Donc, ensuite, on a des documents structurants qui ont aidé à accompagner notre travail. Donc, on est parti du plan national nutrition santé, qui est très connu par quelques slogans, donc dont les 5 fruits et légumes par jour. Le PNNS est un beau programme d'équilibre alimentaire, de recommandation d'équilibre alimentaire, mais ne parle jamais de qualité des produits que l'on mange. Et nous, on s'est rendu compte justement, quand, par exemple, en servant beaucoup plus de fruits et légumes aux enfants à la cantine, on le savait, beaucoup plus de pesticides, de neuroperturbateurs, etc. Et que, quelque part, au niveau de la santé, on se questionnait sur le bien fondé. On a un projet éducatif parce que pour nous, l'alimentation va aussi avec l'éducation. On a un agenda 21 qui a des fiches actions sur le développement de l'agriculture et sur la restauration scolaire bio. Et on a un plan local d'urbanisme, et vous verrez que ça c'est important pour le dernier volet de ma présentation sur le développement des terres agricoles sur la commune.
Et on avait une particularité, c'est-à-dire que l'agenda 21 et le PLU ont été menés ensemble, le PLU étant une déclinaison de l'agenda 21. Et donc très prescriptif en termes d'environnement. Donc, dans un premier temps, on va développer la restauration municipale. Donc, on a 3 groupes scolaires. Chaque école a sa cuisine, en régie municipale, bien entendu. On a 900 élèves, ils mangent presque tous à la cantine. Donc, on a un volume d'un peu plus de 1000 repas jour et de 150 000 repas par an. Vous avez une participation des familles qui a un taux d'effort sur le quotient familial, donc entre 2 € et 5,80 €. Et on a un coût de revient matière achat aliments, si vous voulez, hein, parce que c'est la meilleure moyenne de comparer les restaurations, parce que si on prend le prix global, il y a le personnel de cuisine, le personnel d'encadrement, les fluides et tout. Et je pense que le coût matière est un élément important pour comparer la qualité de ce qu'on met dans l'assiette et pour montrer aussi qu'on peut faire de la qualité sans trop dépenser, puisque voilà, on tourne autour de 2 €, sachant qu'on est 100% bio. Donc notre restauration a 4 engagements. L'engagement de servir des produits frais, bruts et saison. Donc dans nos restaurants scolaires ne rentre aucun produit industriel. C'est-à-dire qu'on fait nos pâtisseries salées, sucrées, on fait tous nos plats, on ne rentre que des produits bruts. Ça a été fait pour être sûr de ne pas avoir à rater quelque chose en lisant des étiquettes où on aurait des produits chimiques qui viendraient être nocifs à la santé. Donc si on prend des produits bruts, il n'y a pas de produits chimiques. On s'engage à respecter les 9 repères du PNNS. On s'engage à penser notre restauration scolaire comme un enjeu de santé publique et de développement durable, donc double objectif. Et comme un enjeu aussi d'éducation sur ces 2 objectifs, de santé publique et de développement durable. Notre évolution de la part du bio. Donc je vous expliquais qu'on voulait passer au bio parce que ça nous paraissait à la fois primordial pour la santé des enfants et pour le respect de l'environnement. Donc les 4% de bœuf bio, ils y étaient depuis longtemps, hein, depuis 99 comme on l'a vu. Et ensuite on a fait une introduction par produit. Et vous voyez qu'en 4 ans, on a réussi à passer à 100%. Parce que pour nous, à partir du moment où c'est un vrai enjeu de santé et de développement durable, on se demandait quel était l'intérêt de s'arrêter à 20%, comme le recommandait le Grenelle, ou à 50%, comme certains s'y arrêtent. Je veux dire, à partir du moment où on est parti, si c'est important, il faut essayer d'aller le plus vite possible au maximum. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de commencer, parce qu'on ne fait pas tout en un jour. Et vous voyez qu'avec 25%, avec simplement le bœuf, le pain, les pommes, les salades et laitage, on faisait 25% de volume. C'est vrai qu'il y a des produits qu'on sert plus en restauration collective. Et ça, c'est des points intéressants quand on veut développer des projets sur ce territoire, de voir pour aider les filières à se structurer pour répondre à la demande de la restauration collective. On peut identifier des produits phares qu'il faut particulièrement travailler. Donc, pour passer de 2008 à 2012 à 100% bio, on s'est posé quelques questions, parce qu'au début, comme chacun, on rencontre des difficultés. On se pose la question du coût. La réputation du bio cher est tenace. Et il est vrai que, de toute façon, de manière pragmatique, l'achat bio est plus cher. Mais vous allez voir comment on arrive à faire du 100% bio en dépensant moins qu'à l'origine. Donc on s'est posé cette problématique du surcoût et d'éviter les surcoûts que vous avez affichés à l'écran. La deuxième était des difficultés d'approvisionnement. Est-ce qu'on arriverait à s'approvisionner sur tous les produits pour servir 1000 repas jour? Est-ce qu'on arriverait à avoir des produits bio locaux? Parce que très vite, nos premiers achats, quand on a fait l'avenant à un marché public existant avant de refaire un marché spécifique au bio,
on a très vite vu qu'on avait des produits d'importation, et d'importation assez lointaine, hein, parce que les fruits viennent souvent d'Argentine, il y a des légumes des pays de l'Est, etc. Et comment justement appréhender la problématique de l'approvisionnement local dans le cadre des marchés publics qui n'autorisent pas à imposer à privilégier des lieux de production. Donc ce qu'on a validé comme solution, sur le marché, le marché peut être alloti comme on le veut. On peut créer le nombre de lots que l'on veut. Donc nous, on a travaillé avec Agribio, qui est un regroupement de producteurs bio des Alpes-Maritimes, pour essayer d'identifier les lots auxquels des agriculteurs locaux pourraient répondre. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, par exemple, de créer un lot bœuf bio dans les Alpes-Maritimes, parce que dans les Alpes-Maritimes, il n'y a pas de producteurs de bœuf. Par contre, il y a des producteurs d'agneaux. Donc voilà, on a fait ce travail. Et malheureusement, voilà, vous l'avez ici. Hein, donc en jaune, c'est les lots qu'on avait identifiés pouvant s'adresser à des producteurs locaux. Malheureusement, aucun n'a répondu au marché. Alors l'analyse, après, ça a été que, d'abord, ils sont peu nombreux. Ceux qui existent, les producteurs bio des Alpes-Maritimes, n'avaient pas de problème pour écouler leurs marchandises, parce que comme ils sont peu nombreux et qu'il y a une forte demande, parce qu'on a quand même un bassin de population important et des gens sensibilisés, donc ils étaient en vente directe à MAP ou vente directe à la ferme, etc. Et ils n'allaient pas s'embêter à remplir un marché public, à faire de la paperasse, pour vendre une marchandise qu'ils arrivaient à écouler autrement. Donc, mais ça nous a permis quand même de progresser dans la qualité, dans la proximité des produits que l'on achetait aux grossistes. C'est-à-dire qu'on avait pris, pour pouvoir privilégier les producteurs locaux, dans le cadre de la légalité, d'attribuer les lots à partir de 3 critères qui sont là. Donc les offres étaient notées sur 100 points, 40 points sur la qualité, 30 points sur la valeur environnementale des produits et 30% sur le prix. Donc vous voyez que ce n'était pas au mieux disant, mais c'était vraiment au mieux disant en termes de qualité, de meilleur rapport qualité-prix. Et pourquoi? Alors, pour en noter ça, les candidats ont une annexe à remplir au marché où ils répondent à un certain nombre de questions. Le mode de production, est-ce qu'ils peuvent s'engager sur un délai entre la récolte et la livraison? Et on leur demande d'identifier les sites de production, donc calculer le kilométrage jusqu'au lieu de stockage intermédiaire, au lieu de stockage final et au lieu de livraison, de spécifier avec quel type de véhicule ils livrent, comment ils gèrent leurs déchets, est-ce qu'ils nous livrent dans les emballages qu'ils récupèrent ou qu'il faut jeter, etc. Voilà, les critères environnementaux là, et de qualité. À partir de là, on note, et celui qui sort avec la meilleure note obtient le marché. Donc, en 2011, on n'avait eu aucun local. Pour la petite histoire, en 2016, pour le marché qui a commencé au 1er janvier 2016, on a le premier petit producteur qui a candidaté et qui a obtenu un lot. Alors, c'est un tout petit lot, parce que c'est le lot du miel. Mais c'est un début et on est heureux. Le producteur est content parce qu'il va vendre 2 000 € de miel sur l'année à la ville. Et nous, on est content parce que c'est le début d'un de nos projets qui aboutit. Hein. Et alors, après, on sait être souple aussi, c'est-à-dire que l'engagement, c'était qu'il ne fasse que 2 livraisons par an, par exemple. Comme c'est pas de problème de conservation sur le miel, ça ne pose pas de problème. Ensuite, donc, quand je disais qu'on a pu, du coup, faire bouger les grossistes, vous voyez ici l'étude de la provenance de nos légumes en 2014. Alors, je vous expliquerai comment on obtient 80% des légumes des Alpes-Maritimes. En fait, ils sont de Montsartou. C'est le deuxième volet de la présentation sur la régie municipale agricole. Mais vous voyez que le complément se fait quand même majoritairement dans le sud de la France. Et on a un taux d'importation, non mais là on est sur les fruits,
Voilà, parce que ça m'étonnait d'avoir que... Voilà, donc en fait, le région PACA, c'est 86%. Et, alors, je mets PACA-Piémont parce que nous, la proximité, on n'est pas sur... voilà, on n'est pas nationaliste. C'est pas la France qui nous importe, c'est la distance. Et le Piémont, pour nous, est plus près que le bout de la région PACA à laquelle on appartient. Et en Piémont, en plus, il y a pas mal de bio, donc ça fonctionne pas mal. Et vous voyez que le taux d'importation de nos légumes est de 1,60%, ce qui est très faible hein, si vous comparez à d'autres restaurations collectives. Et donc, très majoritairement du sud de la France pour 90%. Sur les fruits, ben, c'est un petit peu moins en PACA, mais c'est quand même 75%, sachant que là, il n'y a aucune production de Montsartou. Et bon, de l'importation, il y en a forcément, parce que les bananes, les oranges, même s'il y a des oranges sur la Côte d'Azur, il y en a de moins en moins, et on a du mal à en avoir. Donc, quand on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de producteurs qui répondaient à notre marché public, on s'est dit, mais voilà, comment on va faire pour s'approvisionner localement? Et on s'est lancé un défi. Montsartou a beaucoup de régies municipales. Pour nous, une commune peut faire beaucoup de choses. On a une régie municipale, bien sûr, de fabrication des repas, hein, la cantine. On a une régie municipale de transport. On a la régie municipale des eaux. On a la régie municipale des pompes funèbres. Et donc, on s'est dit, on va créer une régie municipale supplémentaire, c'est-à-dire qu'on va créer un service public de production agricole. Et pour cela, puisqu'on n'arrive pas à trouver ces produits, on va le faire nous-mêmes. Et on sait très bien qu'une régie municipale est aussi performante qu'un service privé, même des fois plus. Et en général, à moindre coût, parce qu'il n'y a pas de la part bénéfice de l'entreprise privée et n'existe pas puisque on est autoproducteur. Donc on a fait une étude de faisabilité, c'est-à-dire qu'on a identifié les produits que l'on consommait chaque mois en quantité et en variété. D'ailleurs, de faire ce travail, ça nous a permis de se rendre compte que même si on essayait de respecter la saisonnalité au maximum, on avait quelques bugs. Et parce que des fois, on prévoit un plat et les cuisiniers ont décidé de mettre des tomates dedans, par exemple. Et quand on énonce le plat, on ne sait pas forcément dans la sauce ils ont mis des tomates. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que voilà, il y avait des messages encore à accompagner au niveau du personnel. Donc une fois qu'on a fait nos besoins, on a identifié les produits les plus faciles à produire en début de production, hein, qui est la colonne de gauche, c'est les premières productions que l'on a faites. Le diaporama n'est pas complètement à jour parce qu'on n'est plus à 30 types de légumes, on en est à 40, hein, et avec des variétés différentes pour chaque légume, hein, pour augmenter la biodiversité. Et on a même, en 2015, planté des fraisiers, des arbres fruitiers, pour venir compléter l'offre. Alors, on avait deux options pour le mettre en œuvre, cette régie municipale. Soit on embauchait un agriculteur, un salarié de la commune, soit on aurait pu aussi le mettre en délégation de service public. Bon, ce n'était plus vraiment une régie, mais travailler avec le jardin de Cocagne qui est sur la commune. Bon, on a pris l'option agriculteur pour être le plus souple possible dans la mise en œuvre. C'était un nouveau projet. On avait beau avoir fait 2 ans d'études de faisabilité, on savait qu'il y aurait des choses à réajuster et partir sur une délégation, le cahier des charges aurait été plus compliqué à réaliser. Donc en 2011, on a employé notre première agricultrice qui est restée 1 an et en 2012, on a son remplaçant qui est arrivé, qui est toujours là. Donc c'est pas qu'elle n'était pas bien ou qu'elle se plaisait pas, mais c'était lié à sa vie personnelle, le fait qu'elle ne soit restée qu'1 an. Et depuis 2014, il y a un deuxième emploi en emploi d'insertion qui a été ajouté. Donc on a 2 agriculteurs municipaux. Les budgets, je vais passer vite, de toute façon vous aurez accès au diaporama, donc ceux qui sont intéressés pourront. Mais en gros, ça a coûté en investissement
En prévisionnel, on était à 60 000 euros. Et vous voyez qu'en réalisé à 2013, on a un petit peu en dessous. Mais par exemple, cette année, on installe, en 2015, on installe 2 tunnels nouveaux. Donc en gros, on sera à 60 000 euros d'investissement. Et le coût de fonctionnement annuel est autour de 60 000 euros actuellement. Alors, je vais vous la présenter un peu en détail, cette régie, pour vous montrer, quand on parle de proximité sur ces légumes, vous voyez qu'on est entre nos cuisines, entre 1,2 km et 3,5 km. Donc c'est une très grande proximité. C'est une propriété qui a été labellisée bio. C'était une friche, donc ça a été assez facile. Le terrain a été un terrain municipal qui a été préempté, et ça aussi c'est important sur la suite, qui a été préempté lors d'une vente à un promoteur qui devait y faire un lotissement. Donc voilà, on devait avoir un lotissement. On a maintenant une exploitation agricole de 4 hectares en plein centre-ville. Donc, pour revenir sur le thème, la thématique de la journée, sur l'agriculture urbaine, vous voyez que c'est du concret. Alors, certes, le terrain, on ne l'a pas payé si cher que ça pour la Côte d'Azur. On a quand même payé 1 million d'euros. Mais c'est un terrain constructible de 4 hectares. Hyper bien placé, hyper joli. Vous allez voir quelques photos. Voilà, donc c'est pas hors de prix. Et il est maintenant classé agricole. C'était pas son prix, hein, c'était la moitié du prix normal. Il devait y avoir un beau dessous de table. On est donc la ville est bien référencée par l'agence bio en tant que producteur, agriculteur bio sur la commune. Donc on n'est pas si nombreux en France. On avait fait en 2010 une première expérimentation rien qu'avec les employés du service des espaces verts de la commune. Et d'ailleurs, les services des espaces verts qui continuent sur certaines récoltes ou certaines plantations, comme je pense la récolte des pommes de terre, la récolte des courges, voilà, ce qui se fait en gros volume en une fois. Toute l'équipe des espaces verts vient prêter main forte. Et pareil, pendant le congé de l'agriculteur, c'est l'équipe des espaces verts qui prend le relais. Et ils sont ravis de lâcher un peu les espaces verts pour venir nourrir les enfants de la commune. En termes de production, vous voyez qu'on est monté progressivement en volume. Hein. Il fallait remettre les terres en culture. Et donc sur 2014, on était à 20 tonnes, ce qui correspondait à 80% de nos besoins. C'est-à-dire qu'on est quasi autonome sur notre production de légumes. L'objectif est 100%. Reste 100%, même si c'est difficile. Et pour cela, on va se donner les moyens d'un projet qui, d'ailleurs, on a un ingénieur agronome qui arrive au mois de mars en stage pour 6 mois chez nous, qui a pour mission de travailler sur ce projet. C'est un projet de transformation. Parce qu'en fait, comme vous pouvez le constater sur les étals, hein, il y a une période de l'année en fin d'hiver où il est un peu plus dur de trouver des légumes. Par contre, nous, en été, d'abord, on a un climat où ça pousse facilement, et plus l'été, on n'a que le centre de loisirs, donc on fait moins de repas. Donc on a un plan de production très particulier, parce qu'on a les pics de production de légumes d'été en primeur au mois de juin, et surtout en post-saison, sur septembre à octobre, novembre. En décembre, on avait encore des poivrons et des courgettes, hein, cette année. Vous avez vu d'ailleurs un peu plus facilement à la fin qu'au mois d'août, où elles avaient un peu grillé en juillet, parce qu'il a fait très très chaud chez nous cet été. Et donc on va faire de la transformation de légumes d'été pour les ressortir. Alors on ne sait pas encore le process, si ça sera de la surgélation ou de la conserverie, mais l'idée est de pouvoir ressortir à la fin de l'hiver des légumes de l'été précédent, et pour avoir l'autonomie complète de production. Sachant qu'on a la surface et qu'en plus la commune délibérera demain soir pour un achat complémentaire de 2 hectares qui sont attenants à cette propriété, pour permettre plus facilement les rotations, les mises en repos des terres avec les engrais verts, etc. Donc voilà, quelques images de l'exploitation. Alors, un focus sur
je vous ai annoncé au début qu'on avait réussi à faire du 100% bio en diminuant notre coût de revient repas. Et en fait, c'était notre objectif, c'est-à-dire qu'on voulait montrer qu'on pouvait faire de la qualité en maîtrisant les coûts. Et surtout que quand on utilisait des produits de qualité, il était hors de question de les mettre à la poubelle. Et vous savez que la moyenne de gaspillage alimentaire par repas en restauration collective en France, c'est 150 grammes par repas, soit à peu près un tiers du poids, ce qui est énorme. Ce qui est à peu près, ce qui est exactement le même pourcentage qu'au niveau national ou international. Donc on s'est attelé à cette lutte contre le gaspillage alimentaire et vous voyez que de 2010 à 2014, en 5 ans, on a diminué de 80% notre gaspillage alimentaire pour arriver à 30 grammes par repas. Et ça nous a permis d'économiser entre 15 et 20 centimes d'euros par repas, qu'on a donc réinvesti sur la qualité. C'est comme ça qu'on a réussi à faire du 100% en bio à coût constant. Alors comment on diminue de cette manière le gaspillage alimentaire? Déjà, les gamins, quand ils débarrassent, ils ont plusieurs poubelles. Une poubelle pour l'entrée, une poubelle pour le plat principal, une poubelle pour les desserts et une poubelle pour les déchets ultimes. Depuis 2010, tous les jours, on pèse nos déchets par type de produit et on les analyse. C'est-à-dire qu'il y a 2 raisons quand il y a trop de déchets. C'est soit un plat qui n'a pas plu, donc il y a un problème de recette, il y a un problème de recette à retravailler pour le goût des enfants. C'est rarement le cas, mais ça arrive. Et ça, donc, comme il y a un cahier de sortie de qualité qui est rempli par les enfants et les animateurs, quand un repas n'a pas plu, on le sait. Vous savez que les enfants, pour ça, ils sont assez honnêtes. Ils le disent plutôt 2 fois qu'une. L'autre raison, c'est qu'on a trop cuisiné en quantité. Et si on voit que la moyenne nationale est à 150 grammes, il faut savoir que toutes les restaurations collectives partent des mêmes grammages recommandés qui sont donnés dans des documents officiels. Alors, ils ne sont pas obligatoires, ils sont recommandés, mais tout le monde les applique et tout le monde jette un tiers de ce qu'il produit. Donc nous, on s'est dit qu'à un moment, il fallait réfléchir un petit peu et que rien ne nous obligeait à multiplier ce grammage recommandé par le nombre de rationnaires, mais qu'il fallait qu'on se crée nos grammages recommandés par type de produit, et par type de plat, par type de recette. Et en pesant tous les jours, on s'arrive à savoir combien on a cuisiné, combien on a jeté, et donc la prochaine fois, pour le même plat, on pourra diminuer. Ensuite, je regarde parce que je n'ai pas toujours le même diaporama, donc je vous donne encore 2-3 infos là-dessus. Pour diminuer le gaspillage alimentaire, on ne sert pas non plus la même quantité à tous les enfants. Parce que tous les enfants ne mangent pas la même quantité, et suivant le plat, ils ne mangent pas la même quantité non plus. Donc c'est des selfs, et tous les plats sont servis en 2 quantités. Une quantité au grammage recommandé, et une quantité plus petite, avec systématiquement un accès possible à du rab. Parce que voilà, on n'est pas là pour affamer les gamins, on est là pour ne pas gaspiller. Par exemple, on ne distribue plus jamais une pomme entière à un enfant, même s'il la mangerait, il la mangera par quartier. Donc on les donne par quartier, il en mange 1, 4, même s'il en mange 6, ce n'est pas un problème. Mais depuis 2010 qu'on fait ça, on n'a plus jeté un fruit. Alors que si vous allez dans des poubelles de restauration collective, qu'un jour il y a des pommes, jetez un œil dans la commune de vos enfants ou la commune où vous habitez ou où vous travaillez, vous verrez qu'il y a beaucoup de fruits à peine croqués qui peuvent se retrouver à la poubelle. Et quand on a produit des produits de qualité qu'on les trouve à la poubelle, et quand on voit qu'on a des problématiques de surface agricole, mais comme au niveau national, comme international, on produit, on jette un tiers de ce qu'on produit, c'est une autre manière de régler la problématique du foncier pour la production. Alors, tous ces projets que je vous présente rapidement, ils sont accessibles sur ce site. J'ai apporté une série de, je ne sais pas si on aura assez pour chacun, mais une série de plaquettes que vous pourrez prendre qui présentent notre projet et qui est téléchargeable sinon sur ce site. Donc, c'est parce que ça, on croit au partage de la connaissance. Ensuite,
on a un observatoire de notre restauration durable, c'est-à-dire qu'on évalue aussi ce qu'on fait en termes de satisfaction et en termes d'impact sur la population. Et notamment, alors je ne vous présente pas toute l'étude, ceux qui s'intéressent, elle est téléchargeable sur le site, mais un chiffre important et qui nous a étonnés, on ne pensait pas que c'était si haut, c'est que 66% des familles ont dit qu'ils avaient modifié leurs pratiques alimentaires à partir des actions de la commune. Et ils les ont modifiées en intégrant plus de produits locaux, en respectant plus la saison, en limitant le gaspillage alimentaire, en achetant moins de produits de plats cuisinés, mais plus de produits bruts, en se fournissant en vente directe à MAP ou vente à la ferme, etc. Donc vous voyez que c'est aussi la manière de changer par l'exemplarité. J'en reviens quand j'évoquais le maire et qu'est-ce qui nous a amené à travailler ça, c'est d'être en cohérence avec des connaissances qu'on avait sur les enjeux de santé et environnement, et on se rend compte que si la commune est exemplaire, ça a un impact aussi sur les pratiques personnelles. Il y a la prise de conscience et ils voient que c'est possible de le faire, et du coup, les familles changent leurs pratiques alimentaires. Et comme toutes ces problématiques nous paraissent extrêmement importantes, Montsartou, avec d'autres communes, d'autres collectivités, parce qu'il y a des communes, des régions, des départements, des pays, des parcs, on a créé le Club des territoires M+ Bio, association que j'ai l'honneur de présider depuis quelques mois, et pour essaimer, pour partager ces pratiques, et que sur les territoires, on développe au maximum une restauration collective de qualité. On a développé aussi le label en cuisine avec EcoCert, qui permet de certifier, enfin pas de certifier, mais de mettre un label sur les cuisines, parce qu'on voit que beaucoup de communes affichent des pourcentages de bio. Des fois, on se demande si c'est la réalité quand on suit les menus ou quand on a les enfants. Donc voilà, ça permet d'avoir quelque chose de transparent. Le dernier volet de ma présentation, c'est justement donc, comment on est passé de cette restauration collective, bio, locale, à une politique agricole sur notre territoire. On a, je vous ai donc dit qu'on était parti de notre agenda 21, qui a alimenté le PLU, et qu'on a le volet restauration collective avec le projet éducatif local et le respect du PNNS. Vous avez ici le POS avant octobre 2012, en dessous le PLU qui a été voté en octobre 2012, et en jaune les surfaces agricoles. Alors, je sais pas, la projection n'est pas très grande, je ne sais pas si vous voyez l'augmentation des surfaces, hein, mais alors, il y en a qui apparaissent complètement, il y en a qui se développent, celle-là, elle apparaît, voilà, hein, vous voyez qu'il y a une augmentation des surfaces agricoles, le vert étant bien sûr tous les espaces verts, parce qu'on a aussi un grand domaine forestier pour préserver de l'espace. Ça, je vais passer aussi. Et on s'est fixé dans notre PLU l'autosuffisance alimentaire sur notre territoire. C'est-à-dire que c'était une des contraintes qu'on fixait au PLU, c'est de préserver des surfaces pour pouvoir nourrir la population en autonomie sur notre territoire. Donc on a fait des estimations de deux manières, à partir de notre connaissance qu'on avait sur la régie agricole, ça c'est pour le maraîchage, hein, et une estimation qu'a proposé le réseau AMAP, et vous voyez qu'on arrive à peu près la même chose, 132 hectares d'un côté, 135 hectares de l'autre, pour une population de 2400 habitants. Voilà la surface en maraîchage qu'il faut pour nourrir la population. Donc à partir de là, on a retravaillé le PLU pour trouver les surfaces, alors en repartant même d'anciens cadastres, hein, pour retrouver les terres qui à l'origine étaient agricoles et qu'on avait perdues, soit qui avaient été envahies par la forêt, parce que plus cultivées. Et on a essayé d'identifier le maximum de parcelles qui étaient potentiellement classables en
en agricole, pour arriver au document qui a été adopté en PLU avec la liste des zones que l'on identifiait pouvant correspondre à de l'exploitation agricole sur la commune. Alors c'était un travail de dentelle parce que faut savoir que quand on classe une terre agricole, alors tant que c'est des terrains municipaux, ça ne nous pose pas beaucoup de soucis. Mais il y a une partie qui a été sur des terrains privés. Et quand on, chez nous, en plus, hein, au prix du terrain constructible, quand on fait quand on déclasse une parcelle constructible pour la rendre agricole, vous imaginez qu'il y a une grosse perte financière. Et surtout que c'était souvent des anciens agriculteurs qui avaient des petites retraites. Hein, donc on a fait un travail de dentelle pour spolier personne, c'est-à-dire quand on faisait du classement de terrain privé, c'était jamais toute la propriété, ou c'était quelqu'un qui avait plusieurs terrains, et on en classait un, voilà, pour essayer de respecter un peu l'équité de nos citoyens et de ne pas avoir la révolution, même si ça a été un enjeu de la dernière campagne électorale. Même France Info est venu faire un reportage là-dessus et évidemment a trouvé des propriétaires qui râlaient. Mais l'équipe a été réélue à plus de 70% au premier tour. Donc, bon, quelque part, il y a la majorité de la population qui soutient quand même ce projet. Donc, très concrètement, les zones agricoles sont passées de 40 hectares à 112. L'objectif était 135 hectares, je vous rappelle sur le calcul. Donc, vous voyez qu'il y a un delta de 23 hectares. On estime que ce delta de 23 hectares est comblé par les potagers personnels et toute l'agriculture urbaine qu'on a pu évoquer ce matin. Et on trouve facilement l'équivalent des 23 hectares en complément. Donc, potentiellement, après, ce n'est pas gagné, hein, parce que tous les terrains ne sont pas cultivés, hein, loin de là. C'est-à-dire que quand il y a des terrains privés classés agricoles, maintenant, il faut qu'ils acceptent de les louer à des agriculteurs. Avec des baux agricoles qui ont leurs contraintes, qui sont longs, etc. Hein. Donc on a tout ce travail maintenant d'accompagnement et de conviction à faire auprès des propriétaires. Après nous, ceci dit, depuis 2012, on a une dizaine d'agriculteurs qui se sont installés en maraîchage, en producteurs de plantes à parfum, en producteurs fromage de chèvre. Voilà, hein, ça, le projet avance. Hein, et l'objectif n'était pas l'autosuffisance à échéance courte, mais c'était au moins préserver le foncier pour que ça soit possible le jour où ça sera indispensable. Et quand j'entendais ce matin dans les tables rondes, effectivement, moi je trouve très bien qu'on se pose la problématique de l'agriculture urbaine, qu'on cultive sur les toits, mais plusieurs intervenants ont dit qu'il y a quand même toute la ceinture agricole des grandes villes, les meilleures terres qui deviennent des centres commerciaux. Je crois que le premier des travaux, c'est de préserver les terres agricoles de qualité existantes. Après, on peut se poser la problématique d'un complément, d'avoir des villes plus végétales et tout, ça c'est super. Mais avant tout, il faut garder les terrains qui produisent, qui ont toujours produit, qui ont une terre de qualité. Hein, donc voilà. Et donc c'est le travail qu'on a fait nous. Voilà. Et juste pour ce petit schéma, pour vous montrer que c'est un peu systémique, c'est-à-dire notre approche. Vous avez vu qu'il y a la restauration, il y a le festival du livre, il y a l'aide à la station des agriculteurs, il y a l'épicerie sociale dont on n'a pas parlé, on a un jardin de cocagne, voilà. Je veux dire, il y a une approche multiple qui fait système, qui travaille sur une alimentation de qualité, sur une production agricole, une autosuffisance alimentaire sur le territoire. Et je crois que c'est ça qui fait qu'on a pu avancer en ayant une palette d'outils, une palette d'approches qui font système une fois qu'ils sont mis en œuvre. Alors pour aller un peu plus vite, on a aussi voté, on a délibéré pour verser des aides à l'installation aux agriculteurs. Donc, qui est une aide qui peut aller jusqu'à 20% sur l'investissement, qui peut aller jusqu'à 12 000 euros.
et qui est ciblé sur la gestion durable de l'eau et qui est bien sûr limité aux installations bio. Et donc, on a encore des projets sur la commune, notamment la création d'une maison d'alimentation durable pour aller encore plus loin auprès de la population, auprès de nos actions, mais aussi pour travailler avec des chercheurs, parce qu'on a de plus en plus de chercheurs qui viennent travailler sur notre territoire, qui s'y intéressent, et aussi pour travailler des actions de partage avec d'autres collectivités, et des actions de solidarité avec des pays plus en difficulté avec lesquels on pourrait partager notre travail. Bon, ça c'est une anecdote, mais cette année, pour la première année, on a produit de l'huile d'olive aussi sur le terrain, mais 2 dernières années, on n'avait pas réussi parce que de toute façon, il n'y avait pas d'huile d'olive. En 2014, ça c'était général, il y a eu une attaque de mouches tardive et pas de production. Et pour finir, voilà, c'est une petite pub, mais parce que comme je suis aussi président d'M+Bio et qu'on défend beaucoup la restauration collective de qualité, on a sorti un manifeste que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies ou commander sur le site de l'association, quand les cantines se rebellent, et qui, en 10 chapitres, en 10 thématiques, vous permet de poser les enjeux d'une restauration collective de qualité. Et très prochainement, on va lancer une campagne d'action pour que chaque citoyen s'investisse pour faire bouger la cantine de son territoire. Et quand je dis cantine, c'est scolaire, c'est les maisons de retraite, sont les hôpitaux, toute la restauration collective au niveau national. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation qui illustre comment les collectivités sont force d'action en fait quand elles prennent les choses en main. Et là, l'exemple du coup des enfants qui sont aussi des messagers de l'alimentation en lien avec l'agriculture, en lien avec la consommation locale, quoi. Merci pour cette présentation très systémique, globale sur ces différents fronts. Est-ce que vous avez des questions à Monsieur Perrol? Bonjour, Agnès Joly, Société Aquaprimeur. Je me lance de la production en aquaponie, donc poissons et légumes. Alors j'ai vu qu'il vous manquait, il vous manque 23 hectares, donc il y a de la productivité. Donc une des solutions, c'est d'augmenter la productivité sur ces parcelles-là. Est-ce que si moi j'arrive en vous disant je vais faire du poisson et des légumes et je vais sur une surface plus petite, je vais vous récupérer ce qui vous manque en tonnage, mais que je ne suis pas bio, alors que j'ai une gestion intelligente de l'eau, vous répondez quoi à ça? Je vous réponds que nous, on est bio. et pourquoi pas vous? Et pourquoi pas vous? Parce que pour être bio, je dois cultiver dans la terre et avoir mes poissons dans la mer. Déjà, c'est des poissons d'eau douce. Si, c'est ça. Alors qu'en fait, en aquaponie, en aquaponie, on a les mêmes pratiques, puisqu'il n'y a pas d'engrais, minéraux non durables. On a une gestion de l'eau qui est la meilleure qui puisse se faire, et on n'a pas de pesticides. Donc, je veux dire, on a des pratiques qui sont comme le bio, sauf qu'on n'a pas le label bio. Donc, est-ce que ça serait négociable? Alors, tout peut toujours au moins se discuter. Je ne suis pas dans la négociation, je suis dans l'explication, parce que je connais peu, d'abord, ce type de culture, donc je n'ai pas de réponse. Mais nous, mettre des surfaces agricoles pour ne pas utiliser la terre, il y a quelque chose qui me questionne déjà. Donc, mais il faudrait qu'on... Non, mais attendez, oui, mais... ça, c'est quand on en sera rendu aux 112 hectares classés cultivés, mais on en est loin. Donc, pour le moment, on a des terres. Donc, nous, on cherche plutôt des agriculteurs qui viennent s'installer sur nos terres en bio. Mais ceci dit, je veux bien échanger avec vous. Vous avez mes coordonnées sur le diaporama, vous m'enverrez votre doc. Merci. Marc Delporte, Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Alors ce matin, c'est vrai qu'il n'y avait pas de représentants des collectivités territoriales, donc je me permets de vous poser la question. Donc à partir de votre exemple, est-ce que vous sentez qu'il y a un élan au niveau national d'autres collectivités qui vont suivre cet exemple-là? Est-ce que c'est votre propre initiative? Et une deuxième question.
produire en bio n'est pas facile. Non. Enfin bon, je peux vous dire pour les fruits et légumes. Non, non, mais c'est compliqué en termes de protection des cultures. Je n'ai pas dit que c'était impossible. Est-ce que vous avez un accompagnement du réseau et d'expérimentation en agriculture biologique? Alors, bon, j'ai déjà oublié votre première question. Je suis au niveau national, oui. Non, je vais répondre à la deuxième en premier, qui est rapide. Enfin, je veux dire, j'ai deux exemples pour montrer que c'est pas si compliqué de produire en bio. Il y a Montsartou et producteurs agricoles bio. On a embauché un agriculteur qui avait travaillé en région parisienne dans des exploitations bio et qui avait son diplôme d'agriculteur et qui n'a aucun problème pour produire 80% des légumes de la restauration. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de souci, hein, mais comme dans toute production, il arrive qu'on ait des attaques, il les gère, il arrive qu'on ait des pertes, et puis on replante, et puis voilà. Mais on a un modèle économique qui tient la route et qui respecte la santé des personnes qui mangent ces légumes, la santé de l'agriculteur qui les produit et l'environnement. Donc pour moi, je suis inconvaincu du bio et comme j'ai répondu là, je veux dire, nous, on n'aidera qu'à l'installation de bio. Et le deuxième exemple, c'est que le maraîcher historique de Montsartou, de père en fils depuis plusieurs générations, est le premier qui a bénéficié sur une nouvelle parcelle qu'il exploite de l'aide à l'installation en bio. Donc non seulement il a fait du traditionnel, du conventionnel plutôt, parce que le traditionnel c'est peut-être plutôt le bio, du conventionnel avec des traitements chimiques pendant des années. Il est passé au bio là. C'est pas plus compliqué pour lui. Il produit et il a même assuré le modèle économique de son exploitation parce que comme il fait de la vente directe et des AMAP, le fait de passer en bio, ça a fidélisé la clientèle et il fournit Biocop, il fournit il a assuré son modèle économique. Et quand on voit toute la crise qu'il y a eu sur la production du porc cet été, moi, j'étais en vacances en Bretagne, je prenais mon porc chez un producteur bio local et lui, il n'arrivait pas à fournir la demande. Donc, je veux dire, il y a quand même ces modèles à réfléchir. Le deuxième, sur les collectivités et leur attention au travail que fait Montsartou, d'abord, il n'y a pas que Montsartou. Il y a d'autres collectivités qui font des choses très bien. Il y a beaucoup de collectivités qui viennent voir les collectivités qui bossent et qui se documentent et qui peuvent avancer. 1+ Bio et le Club des territoires bio et le manifeste, c'est tout l'objectif, c'est de mutualiser les bonnes pratiques d'un certain nombre de collectivités. Je veux dire, le Club des territoires 1+ Bio, c'est presque 15% de la restauration collective française. Et c'est des régions, c'est des départements, c'est des petites villes, c'est des grandes villes, c'est des intercos. Et ces gens-là, ils bossent et ils avancent sur une restauration collective. Donc, effectivement, ça bouge. Et puis, si vous suivez l'actualité parlementaire, vous aurez vu jeudi dernier que Brigitte Allain, députée de Dordogne, a fait voter à l'unanimité, c'est quand même rare l'unanimité sur un texte législatif, un projet de loi sur la territorialisation de l'alimentation, et notamment qui fixe à l'échéance 2020 40% de l'alimentation restauration collective, 40% d'alimentation durable, c'est-à-dire qu'une alimentation de saison, une alimentation de proximité, et au moins 20% de la part des aliments bio. Donc les villes, celles qui ne sont pas prêtes à bouger, vont bouger. Parce qu'il devrait aller au bout, ce texte. Petite question complémentaire. Est-ce que du coup, vous avez été soutenu par la région, le département ou l'État dans vos démarches, comme on entend des initiatives actuellement, peut-être que les territoires à énergie positive ou des choses comme ça Sur Montsartou, sur le projet de restauration, on a été peu soutenu financièrement. On a eu beaucoup d'intérêt pour notre projet. On est soutenu sur l'Observatoire de la restauration durable par le ministère de l'Agriculture et par la région PACA. Mais pas sur la production. Et d'ailleurs, on produit, par contre, sans aide de la PAC.
Et voilà, on n'a aucune aide sur la production agricole. Serge Bonnefoy, Réseau Terres en Ville, qu'est-ce que ça a donné au niveau de votre intercommunalité? Avez-vous eu un effet d'entraînement? Alors là, on rentre dans la politique politicienne, donc je ne m'étendrai pas beaucoup, mais beaucoup de gens regardent ce que fait Montsartou, mais surtout pas les villes qui l'entourent. Voilà, on n'est pas de la même couleur politique et il y a des clivages. Nous, on n'est pas très clivants, mais voilà, et ça ne se fait pas de faire comme Montsartou dans les Alpes-Maritimes. Par contre, dans toute la France, et que ce soit des villes de droite ou de gauche. Mais c'est plutôt le microcosme politique local qui fait que... moi, là, sur la restauration collective, je ne vois pas de limite, hein, puisque nous, c'est une compétence communale et pas intercommunale. La maîtrise du foncier est restée communale aussi dans notre agglo, donc la gestion du foncier n'est pas intercommunale, donc on le gère. Le seul risque que je vois, c'est effectivement, c'est que sur les communes voisines, les terres agricoles disparaissent. Et là, effectivement, on n'a pas encore réussi à les faire entendre raison, alors qu'ils ont un affichage développement durable avec des belles plaquettes et tout. Pardon ? Le PLUI. Pas pour le moment. Dernière question, et puis on va devoir passer aux autres intervenants. Oui, ça va un peu dans le même sens que la question qui vient d'être posée. Présentez-vous, s'il vous plaît. Nicolas Lucchini, architecte urbaniste, en charge d'un projet à mettre en place dans un nouveau quartier à Genève, d'agriculture urbaine, notamment. Et en fait, dans la foulée de cette question, je me posais la question de l'étude que vous avez faite pour répertorier, en fait, faire l'inventaire finalement des terrains potentiellement productibles et qui venaient même, enfin je voyais le cadastre de 1830, c'est très intéressant. Est-ce que vous l'avez fait sur le papillon de votre commune, ou est-ce que vous l'avez fait de façon un petit peu plus globale? Ça, c'est une question importante. Et puis, une remarque mais qui appuie votre présentation, que vraiment je vous remercie, c'est magnifique de cohérence et d'exemple, quoi, finalement. C'est que quand on aborde ces questions d'agriculture urbaine, il me semble que quand on la traite de façon isolée, quelle que soit la question finalement, alimentation ou santé, c'est difficile de franchir certains obstacles. En revanche, quand on pose la question de la santé publique, de l'éducation et de l'environnement pour un projet de développement urbain et de cohérence, etc., là, on peut se mettre autour de la table. Et ça, c'est exemplaire chez vous. Oui, donc sur la deuxième partie, je vous remercie. Je n'ai pas de réponse à faire, mais c'est une remarque très juste, hein, et c'est tout ce qui fait système que j'ai présenté à la fin. Après, sur les terres des voisins, je suis d'accord avec vous que l'idéal, ça serait de travailler plus large. Et notamment parce qu'il faudrait que le département travaille sur l'autosuffisance alimentaire du département. Mais ce n'est pas leur enjeu. Et c'est bien pour ça que nous, on fait déjà, comme je disais tout à l'heure, on fait notre part sur notre territoire, là où on a la maîtrise. On espère semer des graines dans les esprits et qu'ils vont se rattraper un petit peu. Mais c'est vrai, quand on voit, il y en a qui connaissent la région, la vallée du Var, à Nice, on est loin on affiche le développement durable, mais on est construit Ikea, on est construit le stade, on est construit ici. À la place, avant, il y avait des champs de blettes, des champs de choux et de tomates, etc. Donc, c'est évident. Et en conclusion, puisque le temps tourne et qu'il n'y a plus de questions, je veux juste dire une chose. Vous avez dit que le projet était intéressant, mais je voudrais surtout dire qu'il est simple. Et ça, c'est un message parce que quand on le présente comme ça, c'est un projet abouti qui peut paraître inatteignable. Et en fait, c'est un projet simple, qui n'est pas coûteux. Il est simplement pragmatique. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est de se fixer l'objectif. Mais si l'objectif de dire on veut une alimentation qui respecte la santé et l'environnement, et qu'on se donne tous les moyens pour arriver, le projet devient très simple. C'est juste pragmatique. On passe au filtre de cet objectif toutes les actions qui concernent l'alimentation, et on essaye d'être cohérent
avec l'objectif final. Et ce n'est pas plus compliqué que ça, ça c'est que de l'intelligence humaine, et ça, elle est sur tous les territoires. Il faut simplement se mettre en mouvement. Merci pour... Non, je pense qu'en effet, votre contact est présent, et puis merci pour cette présentation que vous présentez avec passion et qui va permettre, on l'espère, de diffuser plus largement ce type d'initiatives qui sont en effet très cohérentes dans notre sujet. Ouais. Comme je ne participe pas aux questions de la fin, je veux dire, sur le site dont j'ai mis la référence, il y a plein d'infos sur tout ce qu'on fait, et puis bon, il y a mon mail, et n'hésitez pas à solliciter, puis vous partagerez les plaquettes qu'il y a là. Merci Monsieur Perrol.